Bonjour, c'est Robin de chez Blockiewood. Je vais vous présenter les différentes étapes et les éléments de contexte qui tournent autour du dépôt d'un permis. Nous sommes fabricants, nous livrons des projets sur mesure partout en France. À ce titre-là, nous ne sommes pas en capacité de déposer des permis. Néanmoins, cette vidéo est purement à titre informatif. Alors, quand on va commencer à s'intéresser à déposer un permis ou autre, il faut un petit peu voir le contexte et les règles dans lesquelles on va travailler. Il faut connaître les différentes contraintes relatives surtout au terrain et à son emplacement et vis-à-vis de la commune dans laquelle vous allez vouloir établir ce projet. On peut commencer déjà par avoir un terrain qui possède d'ores et déjà un certificat d'urbanisme ou demander un certificat d'urbanisme. En fait, ce document, c'est la carte d'identité qui indique les différents éléments et les différentes règles auxquelles seront soumis le terrain. Est-ce qu'il est constructible, pas constructible, etc. Ce document n'est pas du tout obligatoire et pour des terrains sur lesquels les règles sont assez explicites, il n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui va être très important, c'est de travailler avec le PLU, le plan local d'urbanisme. Maintenant, c'est quasiment uniquement des PLUIH, donc intercommunaux, qui sont au niveau de la communauté de communes. Mais sinon, il y a aussi des documents comme le RNU qui va aussi donner en fait les règles relatives aux constructions sur le terrain. Le PLU va vraiment être la base de votre construction. C'est dans ce PLU qu'il va être indiqué parfois la couleur des tuiles, la couleur de la façade, la typologie de façade, la pente du toit, les éléments de dépassé de toiture. Est-ce qu'on a le droit de mettre tel ou tel type de parement à tel ou tel endroit? Comment on va positionner le garage, les axes, etc. C'est vraiment la Bible de votre projet. C'est pour cela qu'on conseille d'avoir au moins une idée de ce qui se fait dans les alentours ou idéalement de connaître le PLU du projet du terrain ou idéalement de connaître le PLU relatif au terrain sur lequel vous voulez construire pour avoir tous ces éléments-là, sans quoi ça ne fonctionne pas. Sur certaines communes, on n'a pas le droit de faire des toitures plates, par exemple. Sur d'autres communes, il faut absolument des toitures à 80%, etc., etc. Donc ces documents sont vraiment très importants avant de se lancer dans des éléments de dessin ou d'esquisse. Et ensuite, en plus de ce document, donc généralement le PLU, il peut y avoir aussi d'autres lois. Une loi littorale, la loi montagne, des lois par rapport aux inondations, qu'il va falloir prendre en compte pour déposer ce permis, qui vont peut-être ajouter d'autres contraintes, peut-être une surélévation par rapport au niveau du sol, peut-être des éléments pour laisser s'écouler l'eau, pour des éléments divers et variés qui vont apporter d'autres contraintes sur le projet. Et enfin, le dernier élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le code civil qui va en fait autoriser ou non, par exemple, notamment les relations avec le voisinage. On n'a pas le droit d'avoir des vues sur un voisin, on n'a pas le droit de mettre une menuiserie, une ouverture au niveau d'un voisin directement. Voilà. Ça, c'est dans le code civil, donc on l'oublie souvent, mais il n'y a pas que le PLU, il y a des règles, on va dire, élémentaires qui sont communes par contre à tout le territoire français, qui sont dictées par le code civil. Voilà, donc ces éléments sont le contexte dans lequel, les règles du jeu en fait, avec lesquelles on va pouvoir jouer au niveau du projet et commencer à faire des esquisses. La seconde étape est donc la conception et c'est là que vous allez représenter votre cahier des charges tout en respectant bien entendu les règles du jeu qu'on vient de voir. Sur cette conception, vous pouvez faire appel à un architecte. L'appel à un architecte est obligatoire pour des projets qui font plus de 150 m². En dessous de 150 m², le maître d'ouvrage peut déposer lui-même son permis ou alors il peut faire appel à un maître d'œuvre ou un dessinateur en bâtiment. Il n'y a pas de règle là-dessus, le tout est de respecter le cadre dans lequel il faut déposer le permis. Sur la conception, il faut aussi tenir compte de l'aspect thermique. C'est l'attestation RE 2020 qui indique si le projet respecte ou non les critères indiqués par la RE 2020. La RE 2020 est une belle amélioration par rapport à la RT 2012 puisqu'elle prend en compte de plus en plus le confort d'été. Au vu des étés que nous avons en France, c'est quand même pertinent de ne pas que s'intéresser au confort hivernal. Donc c'est un document qui va être assez large et qui va aussi définir des épaisseurs d'isolant. On va dire des positionnements de menuiserie, éviter de mettre des menuiseries au nord. L'idée, c'est d'arriver à faire une conception qui soit bioclimatique. Donc la RE 2020, ce n'est pas juste une épaisseur d'isolant, ce n'est pas juste un système de chauffage, c'est un ensemble global. Donc on ne peut pas effectivement dire que Blockiewood est RE 2020, ça n'est pas possible, mais Blockiewood est largement performant et largement adapté pour des projets en RE 2020. Dans certains secteurs, il est aussi nécessaire de remplir une attestation de prise en compte du risque sismique. C'est un document CERFA assez classique qui se trouve en ligne. Cela va indiquer que le risque sismique a été pris en compte dès la conception, puisqu'effectivement, il peut y avoir des architectures qui ne sont pas adaptées à supporter des séismes.
Donc c'est important de le prendre en compte dès le départ, puisque sinon, quand on passe au bureau d'études, eh bien, on se rend compte que le projet n'est pas faisable en l'état, ou en tout cas qu'il ne tiendra pas debout, qu'il ne va pas respecter les normes de résistance au séisme. Et donc, il faudra peut-être le changer et peut-être faire un permis modificatif, ce qui n'est pas l'objet de revenir en arrière sur la partie permis. Donc, cette attestation sismique est obligatoire sur certains secteurs géographiques français qui dépendent du zonage sismique qui est disponible en ligne ou sûrement au niveau de la mairie ou de la communauté de communes. Un autre document qui va être assez important, c'est l'étude de sol. Il en existe deux types, je pense qu'il en existe un petit peu plus, mais dans la maison individuelle en tout cas, on voit généralement deux types. L'étude de sol G1 et l'étude de sol G2. L'étude de sol G1 est généralement réalisée par le vendeur du terrain. Et si l'acheteur souhaite aller un petit peu plus loin pour savoir vraiment de quoi est composé son sol, il va réaliser une étude de sol G2. Par exemple, quand on va travailler avec des pieux vissés ou des pilotis, ils vont souvent demander une étude de sol G2. Ça permet aussi de voir le niveau d'argile qu'il y a dans le sol, avec les problématiques de retrait-gonflement d'argile qu'on connaît de plus en plus. Donc voilà, ce point d'étude de sol est à ne pas négliger puisqu'il va déterminer le type de fondation et les éléments qu'on va pouvoir construire au-dessus du sol. Et enfin, pour être vraiment complet au niveau du projet, en tout cas de sa conception, il y a aussi un document relatif à l'assainissement. Si le terrain n'est pas relié à l'assainissement au tout à l'égout, eh bien il faut une étude spécifique du SPANC, donc qui est le service public de l'assainissement non collectif, qui va valider que la façon dont vous avez prévu de gérer vos effluents et vos eaux usées est conforme à des niveaux de rejet dans la nature. Donc voilà, sans ce document du SPANC, vous ne pouvez pas déposer le permis, il va manquer une pièce, donc ça va être important. Mais cet assainissement non collectif, qu'on peut des fois appeler fosse septique ou autre, mais il y a beaucoup d'autres solutions, va aussi déterminer peut-être l'implantation de la maison par rapport à un écoulement gravitaire qui irait dans cette fameuse fosse septique pour éviter une pompe de relevage ou autre. Donc c'est un point à prendre en compte dès le départ puisqu'il peut parfois jouer sur l'implantation de la maison dans le terrain. Ce point aussi est assez important parce que si on est relié au tout à l'égout, il y aura une taxe de raccordement au réseau. Et par contre, s'il faut acheter et mettre en place une fosse septique en fonction de pas mal de paramètres, le prix d'une fosse septique ou d'un assainissement non collectif en général peut varier entre 5 et 10 000 euros. Donc c'est à prendre en compte dans le budget puisque ce n'est pas du tout négligeable. Vous en êtes maintenant à l'étape où il va falloir déposer le permis donc au service instructeur. Petit point aussi, généralement, les mairies ont délégué la compétence d'instruction des permis aux communautés de communes ou aux communautés d'agglomération. Donc c'est un point, on va dire, de détail, mais dans tous les cas, le permis sera instruit. Et donc, maintenant que vous avez tous vos documents, il faut les déposer avec un certain formalisme. Et donc, il y a un CERFA qu'il faut remplir, qui va indiquer en fait le numéro de la parcelle, la hauteur, etc. Enfin, voilà. Plein de documents et d'informations dont l'administration a besoin pour instruire votre permis. Et avec ce document CERFA de dépôt de permis, il faut aussi remettre des pièces qu'on va appeler des pièces de PCMI 1, 2, 3, avec un numéro qui contiennent pour certaines des vues de façade, pour certaines des vues en coupe, pour certaines des vues en plan, etc., etc. De toute façon, l'ensemble de ces pièces sont référencées dans le CERFA. Donc en fait, il faut vraiment suivre les différentes informations pour savoir si tel ou tel plan doit avoir telle ou telle forme et indiquer telle ou telle information. Une fois que vous avez déposé le dossier de permis, il ne reste plus qu'à attendre. Dans les secteurs, on va dire courants, le délai d'instruction est de maximum 2 mois. Dans les secteurs soumis aux architectes des bâtiments de France, le délai passe à 3 mois, qui rajoute un temps d'instruction puisqu'ils doivent consulter aussi les architectes des bâtiments de France. Les architectes des bâtiments de France sont consultés généralement dans des zones où il y a un élément historique, architectural important à protéger et donc ils ont une vue là-dessus. Pendant ce délai d'instruction, la mairie ou le service instructeur peut vous demander des pièces complémentaires qu'il faudra fournir au plus vite pour que l'instruction puisse reprendre. Et enfin, si la mairie ou le service instructeur ne répond pas au bout des 2 mois ou des 3 mois, le permis peut être accepté de manière tacite. Ce cas arrive assez rarement, il est quand même préférable de demander un certificat de non-opposition plutôt que de considérer que le délai est parti et que vous avez obtenu votre permis de manière tacite. C'est la dernière étape, félicitations, le permis a été accepté. Il faut maintenant l'afficher. En fait, c'est simplement pour prévenir l'entourage, le voisinage, que vous avez obtenu ce permis et qu'ils peuvent aller le consulter à tel ou tel endroit.
Donc l'affichage doit être visible depuis la rue, depuis on va dire un espace public, hein, que les gens qui voudraient regarder ce que vous avez déposé puissent le voir sans rentrer chez vous. Donc cet affichage est fait sur un panneau assez courant qu'on peut trouver très facilement dans des magasins de bricolage. Il est nécessaire d'afficher le plus vite possible sur le terrain l'obtention du permis, le fait que vous avez eu votre permis, puisqu'il y a encore un autre délai derrière qui va courir, c'est le délai de recours des tiers. C'est-à-dire qu'on laisse 2 mois à votre voisinage pour faire un recours sur votre permis si le permis ne leur convient pas ou qu'ils estiment qu'il ne répond pas aux règles du PLU ou autre. Et donc il est important de pouvoir dater ces 2 mois, donc généralement par une photo ou voire même par le passage d'un huissier qui viendrait constater que vous avez bien déposé le panneau sur votre chantier. Il y a aussi un autre délai dont on parle un petit peu moins, qui est les délais de recours administratif, qui lui durent 3 mois. Donc ils partent bien entendu en même temps, mais simplement le délai de recours administratif va durer un petit peu plus longtemps. Si on met bout à bout, dans le cas, on va dire, le pire, si on pose un permis dans un secteur soumis aux architectes des bâtiments de France et qu'on veut aller jusqu'au bout du délai de recours administratif, on a donc un permis qui va durer, on va dire, 6 mois entre la date de son dépôt et la date à partir de laquelle on peut commencer les travaux. Au niveau de la durée de validité du permis, donc les permis de construire sont valables 3 ans. Les travaux ne doivent pas s'interrompre pendant plus d'1 an, sans quoi le permis devient caduc et vous serez obligé d'en reposer un. Au niveau de ce délai de validité du permis, il est aussi possible de prolonger de 2 ans le permis de construire, donc il faut simplement faire la demande et peut-être apporter des éléments justificatifs en fonction de ce qu'on vous demandera comme raison de cette prolongation. Ce qu'il faut vraiment retenir, hein, c'est qu'il faut commencer un projet de construction donc, par le terrain. Ensuite, il faut regarder les règles du jeu qui vont, on va dire, coordonner l'ensemble de la conception du projet. Et un point important, ça va être d'anticiper, on va dire, les coûts qui ne sont pas liés directement à la construction. Le coût de l'étude RE 2020, le coût de l'étude de sol, la taxe d'aménagement qui n'est pas du tout à négliger puisque ça peut faire une surprise au moment de boucler le budget. Donc ces coûts-là sont aussi importants à appréhender. Donc voilà, un terrain, des règles du jeu et des coûts qui peuvent être liés là-dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux vous projeter sur le dépôt d'un permis et sur la conception et on va dire le contexte général. Voilà, je vous invite à vous rapprocher, on va dire, d'un professionnel si vous voulez concevoir votre projet avec un pro ou alors à vous plonger dans les documents CERFA de dépôt d'un permis. Et puis nous, en tant que fabricants, nous attendons donc les éléments de votre permis pour pouvoir lancer les différents projets. Voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt.